Hey, on joue, c'est sérieux. Pas de niaiserie, Pépé, là. On est un podcast de Donjon Dragon. On est des érudits, des intellectuels, que dis-je, des artistes! On n'est pas pour dire des niaiseries puis rigoler, hein? On joue, c'est sérieux, on parlera après. C'est ça la référence, hein? C'est ce que tu faisais. Oui! Parce que c'est la question aujourd'hui qu'on se pose à Action Bonus. C'est quoi la place qu'on peut vraiment laisser à l'humour dans nos parties de jeux de rôle? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va faire dérailler les parties? On va vous parler de nos expériences. Bien sûr, le but c'est pas d'établir une vérité subjective absolue, hein, Pépé? Non, jamais. Jamais, 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 jamais. On resterait humble dans notre approche. C'est ça, c'est une petite jasette! Ben oui, sur le bord de la table, entre amis. C'est pas si sérieux. C'est ça, on est pour avoir du fun. C'est pas si sérieux, on est là pour avoir du fun. Hey, c'est ça. Tu viens de résumer notre point, probablement. C'est vrai. C'est fini. Merci. C'est tout. Bye bye. Bien sûr, avant d'avoir cette discussion-là, on va jaser un petit peu de ce qui se passe dans le monde du jeu de rôle, parler de ce qu'on consomme au niveau des jeux de rôle, de l'art, etc. Et on va finir en parlant de ce qu'on fait là, sur nos chaînes respectives, parce que Pierre-Philippe aussi a une chaîne qui parle de jeux de tabletop role-playing games. Ouais, On parle de jeux de rôle. une sommité. Fait que, voilà. Tabarnak. Hey! Pépé! Mon Dieu Oui. Seigneur! Tellement d'affaires qui se passent dans le monde du jeu de rôle. Depuis qu'on a parlé la dernière fois, t'as-tu vu ça? Toutes les annonces pour D&D? Oui, j'ai vu ça passer. Mais des trucs tu sais, le prochain livre de Ravenloft encore, là, c'est encore le même truc qui est remâché une autre fois, mais avec les goûts du jour, avec des nouvelles sous-classes, tout ça. Mais de manière générale, il y a beaucoup de choses, tu sais, même à l'extérieur, tu sais, oui, il y a beaucoup de choses qui étaient annoncées par D&D, parce que même qu'on en avait jasé ensemble, comme quoi on trouvait que genre il n'y avait pas de nouvelles, puis là, finalement, genre ça a comme déboulé la semaine d'après. Là. Ouais, c'était Fait comme une que, explosion. ouais, c'était comme une explosion. On s'en était jasé un petit peu parce que t'avais commencé à lire, mais le fameux jeu de rôle de Dungeon Crawler Carl a été lancé. Je pense qu'ils ont fait Oui. 5 millions en dedans Ouais, d'une journée. ils sont déjà en train de péter genre je pensais pas qu'ils s'entendaient à ce que ça saute autant là. Tu sais, il y avait quand même un seuil de financement. En plus, je suis dessus parce que je voulais l'aborder, mais ils ont quand même un seuil de financement de 250 000, puis ils sont genre à 5 185 000. C'est comme ça a aucun, on va le dire, ça a aucun maudit bon sens là. Ouais, pour ceux qui connaissent pas l'univers, c'est comme une espèce de Dungeon Crawler éclaté. C'est un livre inspiré des jeux vidéo, mais c'est très absurde. Il y a les miniatures. Juste regardez les miniatures qui viennent avec le Pledge Divinity, là. C'est comme des petites miniatures de Princesse Donut, le chat de Carl, hein, sur son Vélociraptor. C'est tellement pas de bon sens. Genre, ils ont comme topé leur dernier stretch goal qui avait de la journée d'hier qui était à 500 000. Puis le stretch goal suivant, quand ils s'attendaient pas, probablement pas à ce que ce soit aussi intense, il est rendu à 5,5 millions. Genre, si on pogne 5,5 millions, on va débloquer quelque chose en numérique. On se le permettra peut-être. Mais avant ça, toutes les stretch goals de la veille étaient comme, ils ont pété. C'est vraiment mal calculé, cette histoire-là. Tu sais, je veux dire, le premier stretch goal était genre, le premier, excuse-moi, palier à débloquer pour les gens qui nous écoutent en français. Le premier palier à débloquer était à 50 000. Fait que c'est cela qui est cela. Hey, c'est fou. Finances-tu, Pierre-Louis? Ben, c'est toujours ça, là. Ça doit être le shipping qui doit te tuer, là. J'y ai songé, mais tu sais, tu as un livre de jeu de rôle, t'as un starter kit, des dés, un écran du MJ, la boîte d'Unstoppable. Ça doit coûter une fortune en shipping. Ça doit être genre 80$. Piastres, hein. C'est vrai que j'ai pris le temps d'aller voir parce qu'il y a comme il propose un sneak preview, là, tu sais, un petit avant-goût. Tu peux aller voir dans le fond les fiches de personnages de Carl puis de Donut. Fait que tu peux voir un peu en même temps à quoi ça ressemble. Là. Puis c'est quand même. C'est à l'idée que je me faisais de ce que pourrait ressembler une feuille de personnage de Dungeon Crawler Carl. Je m'attendais pas à ce que ce soit minimaliste. C'est des feuilles comme sur
c'est un 4 pages, là. C'est Ah une ouais, ok. page, ouais, deux pages, puis c'est des capacités de personnages échelonnées sur 3 pages en tout, avec les sortilèges, les capacités, tes traumas du passé, Oh man, ok. tes, tes- tes regrets, ta popularité. Fait que, non, ça vaut quand même la peine d'au moins aller jeter un coup d'œil à quoi ça ressemble. Je suis déjà très content que ce soit juste pas comme, tu sais, 5e édition compatible. J'aurais trouvé ça dommage. Eh ben c'est Parce- intéressant, parce que c'est vrai que c'est le genre de jeu où, oui, t'as ton personnage avec ta classe, tes pouvoirs, mais t'es aussi un humain qui a été téléporté dans ce donjon-là, fait que t'as ta vie passée, puis Oui, 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 oui. ton fame aussi de crawler, comment est-ce que les gens t'apprécient, fait que ça doit être deep comme jeu. Ben, ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Je sais que tu peux comme créer ton historique. Tu sais, tu peux comme créer un peu justement ton origine. Tu peux créer. T'as des classes qui sont déjà comme préconstruites, genre professional gambler ou tu sais, entraîneur d'animaux, des choses comme ça. Sinon, je sais que tu sais, côté race, il y en a comme plus de 30 parmi les choix, mais tu peux créer vraiment tes skills en fait. Puis moi, c'est ça que j'avais hâte de voir parce que dans le livre, ça faisait partie des choses qui étaient comme un peu à profusion infinie, là. Ouais, ouais, Fait que ouais. tu peux vraiment comme créer tes compétences, puis il donne des exemples de compétences, du genre exemple, être capable, t'es vraiment bon pour faire du lip sync, là, tu sais, chanter genre. Chan- Fait que non, c'est ce genre de voir. Genre de voir. C'est vrai que avant de lire le livre, ça m'intéressait pas tant. Puis là, maintenant que j'ai lu le premier livre, j'ai fini le premier livre, je suis genre comme ah oui, j'ai le goût, ça me tente. J'ai le goût là. Ben, on va sûrement vous en reparler. Mais Oui. avant de justement poursuivre, je pense qu'on arrive dans le segment où on vous parle de ce qu'on lit. C'est la balade dans l'imaginaire. Oui. C'est le voyage dans l'imaginaire. Là, en ce moment, j'étais en train de lire justement le 7e tome de Dungeon Crawler Carl. Bah. Le Inévitable Ruine. La Mhm. ruine inévitable. Mais j'ai aussi... Tu sais, on a un Renaissance Librairie pas trop loin de chez nous, dans le Mhm. quartier. Puis c'est comme une espèce de... Pour ceux qui nous écoutent d'Europe, là, c'est comme un... Tu sais, c'est comme une espèce de braderie où est-ce que normalement au Renaissance, c'est tout qu'est-ce que les gens donnent qui est revendu à prix modique. Fait que des fois, on va juste Mhm. là-bas puis t'as un paquet de livres à 2 piastres, tu sais. Puis c'est vraiment cool! Puis il y a quand même pas mal de stock, là, tu sais. Moi, j'ai... Là, je viens de pogner Endymion de Dan Simmons, Ouais! Ah ouais! la suite de Hyperion, tu sais, une super belle édition presque neuve, qui nous a quittés d'ailleurs. Dan Simmons est décédé il y a Mhm. quelques semaines. Écoute, on le salue, un grand auteur de science-fiction. Fait que j'ai ça, puis ma fille, qui veut commencer à lire des romans d'horreur. Ah! Tu sais, elle était comme un peu intriguée, moi je sais pas trop. Fait qu'elle était dans la section jeunesse, puis elle a trouvé un livre qui avait l'air un peu trash. Puis j'étais comme, ça devrait pas être dans la section jeunesse, je pense. Hellraiser? Ça s'appelle Le Dieu caché. Tu sais, puis je voyais ça, je lisais, c'est à mi-chemin entre Stranger Things, Stephen King. Tu sais, c'est ça qui est marqué sur le cover. Ouais, ouais, c'est ouais, ok. Fait que là, ma fille, quand elle a vu Stranger Things, était comme, ah, je veux le lire. Fait que là, j'étais comme, attends, je pense que je vais le lire d'abord pour voir si c'est approprié. Fait que j'ai lu Le Dieu caché, euh, qui est le titre français de The God in a Shed. C'est-tu approprié? C'est pas pour enfants, pantoute. C'est pas pour enfants. Tu Ah! sais, il aurait dû le savoir parce qu'il y avait le Witcher qui était dans la section enfants aussi. Puis, tu sais, Ok. j'étais comme, ah, le Witcher, je suis pas sûr que je mettrais ça dans la section jeunesse. Mais non. Écoute, puis bref, le Dieu caché, c'est l'histoire d'une petite ville dans les cantons de l'Est. Fait que là aussi, j'étais très allumé, j'étais comme, ah! Pas loin, genre de Sherbrooke, Magog. C'est là où j'ai grandi. Fait que j'étais comme, ok. Il y a un mystère très intéressant dans le livre. C'est comme si dans cette petite ville-là, il y a une créature qui vit dans les bois, qui a eu une connexion spéciale avec les enfants du village, et ce, depuis, genre, les années 1800. Puis c'est vraiment... Tu Ok. sais, ça commence sur une espèce de prologue où on décrit les enfants qui jouent avec cette chose qu'ils trouvent dans une caverne. C'est jamais vraiment clair c'est quoi. C'est-tu comme une espèce de monstre? C'est-tu un humain, mais pas vraiment? Puis, saut dans le futur par la suite, il y a une série de meurtres dans le village, puis on apprend que le tueur en série,
il fait ces meurtres-là pour protéger la ville de la créature. Puis ça nous... Puis là, graduellement, il y a comme des couches de mystère qui s'ajoutent. Ça devient de plus en plus, comment dire, mystérieux, ce mystère. Mhm. Il y a peut-être un culte dans la ville. Il y a cette créature-là qui est toujours dans une espèce de jeu. C'est comme si elle avait jamais abandonné un des premiers jeux qu'elle avait commencé à faire avec les enfants. En tout cas, c'est quand même intéressant, mais rapidement, je me suis rendu compte que l'écriture était assez pauvre aussi, tu sais. Non, peut-être que c'est trop trash, je dis de même, mais c'est juste, c'est peut-être un peu en surface partout. Tu me parlais un peu de, justement, des enfants qui trouvent quelque chose dans une grotte, puis là, ça me faisait penser beaucoup à Little Raven de Nick Ouais. Carter. J'étais comme genre, OK. Ben, tu sais, c'est-à-dire, ça s'inspire d'un paquet d'auteurs qu'on connaît, tu sais, il compare à Stephen King, puis il y a quelque chose vraiment de Stephen King dans son univers. Il compare à Lovecraft, puis c'est vrai que la chose qui se cache dans la caverne, il y a un petit côté Lovecraftien. Mais en même temps, quand on se compare à... Tu sais, je sais que c'est pas lui qui se compare à ces géants-là, mais quand tu lis son livre, tu penses à Stephen King, puis il y a une humanité, un humour dans les livres de Stephen King qu'on retrouve pas vraiment dans Le Dieu caché. OK. L'univers est un peu en carton. Moi, ayant grandi dans les cantons de l'Est aussi, j'avais du mal à me reconnaître dans le paysage qu'on peignait, là. Tu sais, parce que je veux dire, c'est le genre de livre qui parle qu'il y a eu des centaines de morts par des tueurs en série depuis des années, mais il y a toujours juste un détective qui enquête. Ça semblait mince. La qualité de l'univers est peut-être un peu jeunesse. Tu comprends? Mhm. C'est pas comme une Fait que trame tu liras- très recherchée. Ouais. Fait que tu liras pas la suite, le Dieu enchaîné, ce que je comprends. Effectivement, il y a ça aussi. On te présente les bases d'un univers qui va se poursuivre dans un autre livre, mais j'ai pas été assez happé pour me plonger dans la suite. C'est un peu violent quand même, là, mais tu vois, en le lisant, je me disais, c'est trash, mais un enfant qui aurait le goût de s'initier à l'horreur pourrait quand même le lire. S'il est prêt à avoir des gens qui se font arracher des yeux, mettons. Là, t'sais. Si t'es Ouais, correct je avec ça, comprends. t'es correct. Il y a pas de violence Mais- sexuelle, il y a pas de... Et rappelle-moi, ta fille, elle a quel âge? Bientôt 12. Parce que je me rappelle qu'il y en a quand même, tu sais, dans le même genre, justement, parce que tu l'as mentionné, mais il me semble, dans ma tête, dans mes souvenirs, il y a quelques romans de Stephen King qui sont un peu plus jeunesse. Ouais, il faudrait que j'y check. Je sais qu'il y a la collection noire de la courte échelle aussi, où elle a toutes lu les livres de la collection noire. Si vous Ah avez oui, un ça enfant va, de cet ouais. âge-là qui veut commencer à lire de l'horreur, là, la collection noire, c'est comme, tu sais, ils vont toutes les lire. Hey, t'avais-tu lu dans le temps? Ah, comment ça s'appelait? Justement, c'était la courte échelle. Tu sais, la courte échelle, dans le temps qu'on était jeunes, on est les mêmes années, Pierre-Louis, il avait sorti. Il y a comme sa série, justement, de romans un peu plus horrifiques, un peu plus sombres. Il y avait eu un roman qui je me rappelle avec une histoire de vampire. Après ça, il y a eu un roman. T'as vu comment ça s'appelle? Avec les. Il y avait un roman, c'était comme une série avec des qui se passait dans un futur un peu dystopique au Québec, avec des jeunes qui jouaient au hockey. Hein? Denis Côté. Denis Côté, c'était comme un auteur, c'est l'auteur Ah! de mon. Qui avait fait, tu sais, ça s'appelait Le Retour des Inactifs. OK! C'est quelque chose, Les Inactifs, sa série, là. Le roman, justement, le premier commence avec des jeunes qui jouent au hockey, puis c'est genre un peu dystopique dans un Québec un peu dépassé là, par les événements du monde entier. Et Ok. Denis Côté avait sorti quand même quelques romans d'horreur jeunesse quand même cool. Il y avait des choses, là, justement, c'était... Puis vois-tu, ils sont ressortis. Ah oui, c'est ça, ils ont été ressortis pour la version, je pense, justement, la nouvelle version, celle que tu parlais de la courte échelle. Là, OK, la collection noire. la collection noire, ouais, c'est ça. Il y en a sorti, ils sont ressortis quelques-uns de ces romans, genre Les Prédateurs de l'ombre ou Terminus Cauchemar. Ah mon Dieu, je Ou, pense qu'elle en a lu. Ouais. Ça, c'est bon, ça. C'est du bon, horreur jeunesse. C'est ça, la Nuit des vampires de Denis Côté, j'avais lu ça dans le temps, mais si t'as l'occasion de voir sa série sur les inactifs, là, Ah ben tu là. sauterais là-dessus parce que c'est tellement comme rarement vu comme dans on dirait le paysage littérature québécoise des années 90. Là. Genre, mon Dieu, OK, quelque chose d'un peu dystopique, un peu science-fiction, en même temps du sport. Ah C'est oui, comme ben oui. C'est comme Hunger Games avant l'heure, là, c'est ça. Ah ben là, je suis sûr qu'elle va adorer ça. Ouais. Tu regarderas ça. Je te l'enverrai. J'essaie de te retrouver les références. Ça, c'est encore trouvable, c'est sûr et certain. OK, très cool. Ben écoute, je suis content, j'aime ça. Moi, je lis beaucoup de romans d'horreur. Fait que j'étais comme curieux de voir un peu dans quoi elle allait se pencher. Mais je suis sûr qu'il y a des romans de Stephen King qui sont
très abordables pour des 12 ans. Là. Il y en a qui sont absolument pas lisables pour des enfants de 12 ans, mais il y en a d'autres qui sont très abordables, je suis sûr et certain. Pis toi, que de neuf avec tes livres de ton côté? Eh mon Dieu, ben tu sais, j'ai terminé, ben là, je sais, là, j'ai terminé le premier roman justement de Dungeon Crawler Crawl, puis j'étais tellement comme, ça a bien terminé, tu sais, je t'avais dit au début, j'étais pas sûr, Ouais. poser des questions, puis finalement, à la fin, j'étais comme, ok, je suis dedans, là, tu sais, nanana. Puis là, j'ai terminé, puis je me suis commandé comme le deuxième puis le troisième tome, parce que j'étais comme, je vais vouloir les lire, puis en plus, je sais pas si t'as vu passer, il y a eu des annonces comme quoi il allait y avoir une série comme une live action. Ouais, c'est fou, Ouais. ça décolle. Puis là, je suis comme stressé parce que je veux pouvoir me prendre les livres avant qu'ils changent les couvertures avec des images de la série. Parce qu'ils font tout le temps ça. Genre Game of Thrones, puis toutes ces choses-là, ils ont tout le temps fait ça. Puis ça m'écoeure tellement. Là, je suis tellement tanné quand c'est genre un poster de film qui est sur la couverture dans mon livre. Fait que, fait que là, je suis vraiment comme en attente de recevoir ça. Fait que j'avais comme encore le goût de un peu de médiéval fantastique. Puis justement, je suis content qu'on en parle parce que tu vas peut-être pouvoir me conseiller des choses, mais j'ai recommencé à lire, là. J'avais lu quelques affaires, mais on dit que j'ai vraiment de la misère à embarquer, là. Tu sais, j'avais recommencé, je l'ai à côté de moi, là, ça ici, là. Le cycle des épées de Ah oui. Fritz Leiber, que j'avais lu un petit peu. Tu sais, c'est des nouvelles, fait que ça c'est quand même bien. Mais je suis comme genre, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je suis moins dans ce mood-là. Là. C'est quand même un petit peu de vieille fantasy. C'est bon, mais je suis un peu plus, je sais pas, là, j'avais le goût de quelque chose d'un peu plus popcorn. Mais je me rappelle que tu m'avais conseillé, comment il s'appelle, lui qui avait écrit, je pense qu'il y a un petit peu récent, ça s'appelle Les Diables. Ah, Joe Abercrombie? Ouais. Fait que je veux savoir un peu ton avis. Est-ce que tu me le conseilles ou non? Ben, il est assez popcorn. C'est peut-être un des plus popcorn de Joe Abercrombie, dans le sens que c'est peut-être celui dans lequel il y a le moins de lore profond. Tu Ok. suis une petite équipe de misfits, fait que c'est comme des espèces de démons, là. Tu sais, c'est dans un monde hyper religieux. C'est notre monde, en fait. Me semble Ouais, de c'est ça, c'est notre monde, oui. c'est comme notre version de notre monde médiéval renaissance, mais twisté sur une espèce de magie maléfique. Ouais, ouais. Puis la religion contrôle tout. Le pape, c'est une petite fille de 12 ans qui est la plus puissante magicienne du monde. Puis ils doivent faire quelque chose. Je me souviens plus c'est quoi. Tu sais, tu vois, c'est ça. C'est vraiment mince, mince, mince. C'est souvent ça les histoires de Joe Abercrombie. Il faut qu'il fasse de quoi. Puis pour faire cette affaire-là, il y a un prêtre qui est accompagné de 5 monstres qu'on apprend à connaître. Fait qu'une elfe, une loup-garou, un chevalier. Je veux pas trop spoiler parce qu'ils ont des pouvoirs cool. Mais tu sais, c'est. Les autres, ils appellent des démons, mais c'est des mutants, c'est des monstres, ils ont des malédictions. Puis finalement, t'apprends que ben, c'est peut-être les personnes les plus humaines de ce monde-là. C'est vraiment beau, c'est drôle. C'est vraiment pas le meilleur de Joe Abercrombie. Il retombe tout le temps dans ce travers-là d'une petite gang de fuckés qui doivent faire une quête ensemble. Ouais. C'est à un Là, point. il joue beaucoup à des jeux de rôle, je pense. Eh oui, c'est ça, tu sais, ça fait très très jeu de rôle. Puis tous ces livres, c'est à peu près ça. Puis quand c'est le 5e que tu lis avec cette formule-là, tu fais un peu comme ah ouais, ok, bon. Mais vois-tu, c'est bizarre, puis ça me donne un peu moins le goût. Il est bon par exemple, il est très drôle. Mais vois-tu, mais je m'attendais pas à ça. Tu me décris ça, mais je m'attendais plus à parce que justement, je lisais comme le derrière de couverture, puis je m'attendais plus à un genre de historico-horrifique, justement. Ouais, c'est vraiment pas ça. Là. Il y a très peu d'histoires, puis beaucoup de là, on est dans une place, il y a un gars qui nous attaque, on va le tuer d'une façon drôle. C'est un peu, c'est comme un cinéma d'action, c'est un peu comme un bon Marvel. OK. Ben, tu m'as convaincu de ne pas le lire, mais Ah. pas pour des mauvaises raisons. Tu sais, je pense que dans d'autres contextes, ça pourrait me tenter, mais là, c'était pas pour ça que je filais. Fait que c'est correct. Je respecte Écoute, ça. par exemple, si tu veux une suggestion qui est plus historico-horrifique, là, Oui. Après ça, on vous jure qu'on va parler de jeux de rôle. Là. Vous venez, ça fait genre une demi-heure qu'on est sur. Vas-y donc, c'est quoi? J'ai lu récemment Between Two Fires. Hey, mais c'est parce que l'affaire, OK, je l'ai vu passer plein de fois, ce roman-là. Ouais. Mais l'affaire, c'est que je suis capable de lire en anglais, je lis tous mes jeux de rôle en anglais, tout ça, mais quand c'est rendu de la fiction, on dirait que pour me relaxer le cerveau, j'ai comme besoin que ce soit juste comme un français normatif. Il y a pas une version française? Il n'existe pas en français, celui-là.
Alors, Ah, du moins, s'il existe en français, je l'ai pas vu, mais je pense que non. Ah, mais vois-tu, non, je pense non, il existe. Il existe, mais je pense qu'il est plus édité. fudge! Ben oui, c'est pas... C'est Entre le ciel et l'enfer en français. Entre le ciel et l'enfer de Ouais. Christopher Bullman. Ça aussi, il y a beaucoup de parallèles à faire avec les diables. C'est comme un monde, notre monde, où est-ce qu'il y a de la religion. Il y a le pape, il y a les affaires. Tu suis un moine, un chevalier, puis une petite fille qui doivent faire des affaires. Mais c'est très dark, très beau aussi par moments, très touchant, Ben, poétique. ouais, mais c'est ça que j'avais lu. Il paraît que c'était très, très bon. Ça avait, à chaque fois que je cherchais, parce que maintenant, j'étais vraiment dans ce mood-là, je cherchais des romans historico-horrifiques, puis il me sortait toujours lui. Il était toujours comme dans le top 3 là. Il était là. Avec sa belle couverture rouge, là, avec l'espèce de chevalier squelettique, là. C'est quand même, c'est un peu catho ces bords par moments. Il y a comme la Ouais. présence de la religion est quand même très très présente dans le livre. C'est jamais porté comme, je sais pas comment dire là, c'est pas comme l'éloge de la religion. C'est quand même Mhm, terrible ce qui se passe, puis la religion est mhm, beaucoup manipulée. mhm. Mais tu sais, tu suis comme la petite fille pure qui est comme un messie. Messie comme dans le sens d'un Messi, pas de Lionel Messi. Ouais, non, j'avais compris. En le sens, c'est une joueuse de badminton, de tennis. Fait que bref, Mais, mais tu sais, c'est quoi mon livre préféré, Pierre-Louis? Tu le sais, je t'ai déjà dit. Genre mon roman préféré de tous les temps, là. tu me l'as-tu déjà dit? Je sais pas, Je sais peut-être, mais pas. c'est parce que tu dis que c'est un peu cadeau ses barres, mais la religion n'est pas mise sur un piédestal, mais genre, je me considère pas comme étant quelqu'un de religieux du tout, mais mon roman préféré à vie, moi, pour moi, ça reste Le Nom de la Rose. Ah oui, C'est oui. vraiment mon roman préféré, puis c'est un roman la religion, elle est présente tout le long du livre, mais pas pour nécessairement les bonnes raisons tout le temps, là. Ah oui, c'est très Mais bon. c'est très très bon. Fait que là, vois-tu, là, tu me donnes déjà plus le goût un peu de le lire, celui-là. Ouais. Si je suis capable de le trouver en français. Ben écoutez, si jamais quelqu'un a une copie française de la terre Entre le et ciel et l'enfer, entre le ciel et l'enfer. Entre le entre le ciel et l'enfer. ciel et l'enfer, s'il vous plaît, écrivez-nous. Pépé en a besoin, on vous le redonnera après. Fait que Mhm. tout le Ça, je monde peux- on se met là-dessus là. Ou sinon, j'achète la version d'occasion sur Amazon à 158 $. Ah fuck this man, les affaires de revente de tomes français. C'est genre, ça juste, ça n'a pas de bon sens. C'est tout le temps des prix qui n'ont aucun Christi de bon sens. Bon, on parle-tu de jeu de rôle? On va parler de jeu de rôle avant que je me fâche. On a parlé de choses bien sérieuses, mais maintenant, on va nommer nos personnages Boba Fett. On va poignarder des aubergistes avant qu'ils nous donnent notre quête. On va faire des pitreries tout le long de la session. Oui, le jeu de rôle, c'est le fun, c'est chaotique, on peut faire ce qu'on veut. Mais est-ce que parfois, le jeu de rôle met trop la table à l'humour? C'est quoi la place qu'on peut donner à l'humour dans nos parties? Tu sais, on l'a peut-être tout un peu vécu, là, mais Pépé, ça t'es-tu déjà arrivé, là? T'as un moment que tu penses que t'as créé une bonne scène ou un bon personnage, puis pour une raison ou pour une autre, t'avais pas réalisé qu'il y avait un nom qui sonnait bizarre, puis les joueurs explosent de rire. Ça m'arrive quand même relativement assez souvent, je te dirais. J'avais un personnage, un PNJ, que j'avais marqué son nom à l'écrit, mais je l'avais pas encore dit à voix haute. Puis à voix haute, ça sonnait, j'exagère même pas, c'est même pas une blague, là. À voix haute, ça sonnait sac mou. Mais genre, mais à l'écriture, moi, j'étais comme, ok, ça finit avec un T, fait que c'est comme sac mou, tu sais, il y a comme quelque chose. Non. Fait que c'est ça. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Et- mais à part ça, je suis quand même pas si pire, je te dirais, pour justement jauger, parce que j'ai l'impression qu'il y a des. Pierre-Louis est pas là, il est parti. Le sac mou, ça t'est déjà arrivé, ça. Ouais, ça Ça m'est nous déjà est tout arrivé. arrivé! Ça m'est tout arrivé au moins une fois, là. Au moins une fois. La blonde, elle me regarde de loin, bizarre. Fait que, mais je te dirais que, en général, je m'en sors pas si pire. Je m'en sors pas si pire, mais je serais curieux surtout d'avoir toi de ton côté. Est-ce que tu as l'impression que tu es à l'aise à pouvoir instaurer une ambiance plus sérieuse et la maintenir, ou tu penses que tu as quand même cette tangente-là de un peu plus tourner vers l'humour parce que tes personnages ou tes joueurs vont plus dans cette tangente-là de manière générale, selon toi? Je pense qu'on reproduit beaucoup ce qu'on consomme puis ce qu'on nous montre aussi. Mhm. Puis quand j'étais jeune, notre professeur qui nous a montré à jouer à Donjon Dragon,
il était très sérieux. Tu sais, pour lui, c'était, on crée cet univers-là, je décris des choses, mais tu sais, il était très bon pour nous mettre dans une expérience où c'était sérieux. Tu sais, tu comprends, on sentait que nos vies étaient vraiment en jeu, qu'il fallait vraiment réfléchir à ce qu'on était pour faire. Fait que moi, ça, c'était comme les bases du jeu. J'avais l'impression que c'était une activité qui était quand même sérieuse pour un jeu. Mais après ça, quand moi, du haut de mes 13-14 ans, j'essayais de montrer ça à mes amis ou à mes frères, tu sais, j'ai jamais vraiment été capable de les faire comprendre que c'était comme... fallait s'investir un peu. Fait que j'ai toujours été confronté à des niaiseux. Très vite, pour moi, c'était un peu la tragédie de avoir envie de reproduire ce que mon professeur avait été capable de nous montrer, mais d'avoir des joueurs qui déconnaient un peu autour de la table, tu sais, ou qui prenaient pas les choses nécessairement au sérieux. Fait que ça m'a pris du temps, peut-être jusqu'à l'école de théâtre où, tu sais, à l'école de théâtre, les gens sont tellement intenses. Puis eux autres, man, on jouait à Vampire la Mascarade, puis c'était sérieux, là, tu sais, c'était comme, quand on joue, on fait pas de blagues, là. On est vraiment dans nos personnages, puis c'est comme si j'aimais ça, puis ça m'a pris du temps avant de réaliser que c'était peut-être un petit peu intense. Puis je pense que je cherche encore le juste milieu. Je suis comme toujours... Tu veux dire que c'était trop intense? C'était trop intense! C'était comme... Tu sais, des fois, tu veux faire comme une joke, puis tu vois tout le monde qui te regarde comme pour faire « Bon, t'as fini de faire ta joke, là, on peut-tu continuer à jouer pour vrai? » Dieu Seigneur, ok. Mais c'était l'ambiance de Vampire la Mascarade aussi, là, tu sais. Tu veux créer une espèce d'ambiance dark, gothique, sérieuse, puis là, soudainement, l'humour est vraiment pas le bienvenu. Ça m'a pris vraiment du temps avant de trouver des gens qui jouaient vraiment comme moi, puis de moi-même aussi, me donner la latitude de « Hey, t'as le droit de rire aussi. T'as vraiment le droit de rigoler, c'est correct. » Est-ce que tu penses que je suis comme curieux, est-ce que tu penses que en rétrospective, de la manière que tu DM justement dans ta recherche d'humour ou de non-humour selon la partie, tu te retrouverais en tant que joueur? Dans le sens, est-ce que tu penses que toi, en tant que joueur, tu te plairais à toi en tant que DM? Non, je pense pas que... Ben, Oh! ça dépend. Tu sais, je pense que je me plairais quand même bien comme joueur, mais je pense que avec le temps, j'ai comme développé un petit côté cabotin. Avec l'impro, avec le fait de faire des parties de jeux de rôle sur scène. Je pense que c'est là que comme ma maturité de rôliste a abouti à un moment où je me suis donné le droit de rire. Puis là, c'est de ménager cette arme-là. J'aime tellement ça faire des jokes en jouant à des jeux de rôle que là, faut que je ménage un peu. Mais c'est de saisir, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le MJ est en train de décrire de quoi? C'est pas le moment de péter son flow puis de faire un commentaire sur le socio-économique du royaume. Puis... D'établir ce que les gens ont envie autour de la table, c'est super tough. Oui, mais oui, mon Dieu, oui. Des fois, tu penses aussi comme joueur que tu as envie d'une partie sérieuse. Puis finalement, tu te mets à jouer puis tu réalises que c'est pas ça que ton corps a besoin du tout. Il a juste besoin de laisser aller des affaires puis de rigoler. Ça t'arrive-tu, toi? Est-ce que pour toi, c'est clair dans ta tête ce que tu veux quand tu t'assois à une table de jeu de rôle? Quand tu commences une game, est-ce que c'est clair pour toi le degré d'humour que tu vas intégrer dans ta partie, ou tu fais juste suivre le flow, pour toi, ça te stresse pas? Je te dirais que ça dépend vraiment. Déjà, ça dépend du. Tu sais, as parlé, par exemple, de Vampire la Mascarade. Ça dépend, selon moi, du type de jeu. Mais de manière générale, je ne prévois pas une partie tu sais, où je le sais que ça va être un peu comico-amusant. Là. Tu sais, je suis pas du genre à comme volontairement intégrer des espèces de références à la culture pop québécoise ou des trucs de même dans une partie en me disant ça va être drôle. le go dépanneur ressemble à genre Guy Lepage, mais tu sais, c'est genre, je fais pas ce genre de truc-là, sauf que je suis plus genre justement m'adapter un peu à la table et souvent, là, je suis quand même rapide pour comme attraper la balle puis de pogner le flow, si on veut, de la partie puis le flow de l'humour général. Puis de manière générale, je pense aussi, puis c'est drôle parce que tantôt tu as parlé, tu sais, de ta référence en tant que quand tu étais comme à l'école avec les acteurs qui sont très intenses, les personnes qui sont en théâtre qui sont très intenses. C'est bizarre c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais je pense que ma formation, plus en tant qu'intervention sociale, me permet quand même assez facilement de bien saisir justement les gens avec qui je joue.
de manière générale, puis de saisir justement leur type d'ambiance, puis de savoir quand est-ce que quelqu'un est vraiment plus en mode genre je vais déconner, puis quelqu'un est plus en mode je vais plus être sérieux. Mais je pense qu'il y a quand même, pour moi dans une partie, c'est comme important de vraiment distinguer si on veut. Il y a comme deux types d'humour, je dirais, dans une partie, là, dans le sens que tu as comme l'humour qui est existant dans l'univers de jeu et qui va pas casser nécessairement l'engagement des gens autour de la table. Parce que c'est des blagues qui, peut-être, disons, sont vraiment intégrées dans l'univers. Tu sais, mettons qu'on la partie se déroule dans genre Discworld ou des trucs comme ça. Tu sais, on s'entend, il y a un côté qui est très humoristique. Ou, justement, tu sais, Dungeon Crawler Call. Oui. Je pense que je sais à quoi qu'on va s'attendre si on l'essaye. Là. Tu sais, ça va être très humoristique à un certain point. Mais c'est dans l'univers de jeu. Mais à partir du moment où est-ce qu'il y a des blagues qui servent à prendre la distance par rapport à la fiction qui se déroule, ça, par contre, j'ai un peu plus de difficulté avec ça parce que souvent, je trouve que ça peut comme débrancher émotionnellement les joueurs. Puis c'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai un peu plus de difficulté parce que je suis quelqu'un qui va justement animer beaucoup plus de l'horreur en général. J'aime beaucoup ça. Puis quand ça devient trop des blagounettes, ben c'est ça finit par on se désinvestit un peu de l'ambiance qui est autour de la table, alors que souvent c'est des jeux qui sont vraiment orientés sur l'ambiance. On dirait que ça va moins te déranger s'il y a beaucoup de blagounettes dans une partie d'un jeu qui va être plus lourde mécaniquement. T'sais. Même qu'à un certain point, des fois j'ai l'impression que l'humour va peut-être venir aider à contrebalancer la lourdeur des mécaniques, se faire des blagues entre nous autres pendant que la personne essaie de comprendre sa feuille de Pathfinder, c'est pas grave. T'sais. Ouais, moi je pense que je suis d'accord avec toi, là. Que je pense que tout le monde aime un peu d'humour dans sa partie parce que c'est une rencontre sociale, une partie de jeu de rôle. On est tous là pour s'amuser, être assis autour d'une table. Puis comme l'humour serait bienvenu dans une partie de jeu de société, elle est bienvenue dans une partie de jeu de rôle. Mais je pense que l'humour, tant que les bases de l'univers puis de ce qu'on nous propose comme histoire, projet, le récit rôliste, là, le fait qu'on croit à nos personnages, qu'on croit à l'univers, qu'on croit à notre quête, si ça c'est là, on peut se permettre beaucoup d'humour. Mais je pense qu'il y a des joueurs ou des MJ qui, des fois, mettent de l'humour dans ces piliers principaux-là. Là. Puis, tu sais, j'ai réalisé qu'avec mon groupe maison, là, je leur en ai parlé un peu individuellement, là, mais, tu sais, des fois, on aime ça faire de l'humour. Maintenant, là, c'est là où je suis rendu dans ma pratique moderne. J'aime ça niaiser, j'aime ça avoir des fous rires. J'aime ça inventer un personnage puis passer 1 heure à juste le faire parler avec mes joueurs puis on rit en improvisant. Mais des fois, à vouloir chercher cet humour-là, on l'amène dans toutes les sphères de la partie puis soudainement, la partie fonctionne comme plus. Tu comprends ce que je veux dire? T'aurais-tu un exemple concret à me donner? Je suis comme curieux de voir. C'est dans un contexte où l'humour était présent dans une facette, ça fonctionnait bien, mais elle a commencé justement à, entre parenthèses, on va dire contaminer, là, à se propager dans d'autres parties de la campagne ou de l'aventure, puis ça l'a fait un peu dérailler. Je serais curieux d'avoir un exemple. Ouais, tu sais, comme là, pour comparer nos 2 campagnes qu'on a fait récemment, on avait fini la Red End of Doom, qui était une campagne où les joueurs affrontaient comme une armée de monstres, essayaient de protéger un petit village. C'était super épique, mais il y avait quand même beaucoup d'humour. Tu sais, on avait un personnage qui était un alphelin fermier de radis, puis c'était un barbare, puis c'était juste ça son personnage. Puis il y avait un flageoleur mental qui vivait une rédemption, fait qu'il s'appelait Guy, puis c'était un flageoleur mental. Puis même si c'est absurde qu'il y ait un flageoleur mental qui était comme le fleuriste du village, c'était comme il y a de l'humour dans ce personnage-là, mais en même temps, ça fit dans le récit qu'on raconte. C'est un monstre à la surface qui doit aider des humains à défendre le village contre des monstres qui vont les attaquer, mais les monstres, ils les attaquent parce qu'ils se sentent jugés. Fait que c'est comme l'humour laissait de la place quand même à une histoire auquel on peut s'attacher. Et là, si on compare ça à notre nouvelle game, qui a un petit peu déraillé, c'était Dolmenwood. Oh! Quand on a lancé notre campagne de Dolmenwood, j'en ai parlé un peu, mais on fait 4 personnages, 4 voleurs, qui ont tous des noms blagues. Fait qu'ils pensaient un petit peu que c'était pour être une espèce de campagne un peu rigolote sur le court terme. Fait que, tu
sais, ils ont tous des noms qui fonctionnent pas, ils ont tous pas vraiment tu sais, tout a été roulé aléatoirement, fait qu'il y a comme pas d'ancrage. Puis surtout, Dolmenwood, c'est juste l'exploration. Puis là, tu essaies de leur proposer des quêtes puis des trucs, mais eux autres, ils veulent juste tout faire dérailler. C'est comme si soudainement, l'humour empêchait ces personnages-là de connecter avec le monde. Fait que là, comme joueur, tu veux rigoler, mais tu veux avoir une bonne histoire, puis tu te dis, mais pourquoi ça marche moins bien qu'avant? Puis c'est juste parce que soudainement, ces deux désirs-là, ben, il faut comme en construire un avant de pouvoir se permettre l'autre. Faut un peu que la game marche pour qu'on puisse après ça rire puis retomber dans quelque chose. Là, j'ai comme 1000 questions. Ah mon Dieu, oui. 1000 questions qui viennent pendant que tu m'as tout raconté ça. Ah mon Dieu, je sais pas par où commencer. OK, déjà, de prime abord, est-ce que tu penses que ça pourrait avoir déraillé parce qu'il n'y avait pas... oui, je suis d'accord avec toi, Dolmenwood, c'est une histoire d'aventure, beaucoup d'exploration. Est-ce que tu t'étais basé rapidement, est-ce que tu avais pris un module déjà qui existait? Il y avait des modules, mais je les ai pas mis de l'avant dès le départ. Ils auraient dû commencer dans un module. Ouais. Ils ont commencé dans une ville, puis ils ont commencé à faire, on va faire des folies dans la ville. Ouais, c'est sûr. C'est qu'il y avait comme pas de fil conducteur déjà en partant. Là. Exact. Un peu laissé en espèce de bac à sable, là, faites ce que vous voulez, puis je vais essayer de vous connecter à une aventure. Exact, puis eux autres, ils ont juste pris un premier fil, puis c'était tuer des gens dans le village, essayer de faire une arnaque, de se faire passer pour des dresseurs de furets. Puis là, t'es comme, OK, ça, c'est le point de départ de la campagne. Deuxième question. Est-ce que tu les avais un peu briefés sur le monde de Dolmenwood? Ouais, on avait briefé un peu sur le monde de Dolmenwood. OK. Mais comme un peu un groupe maison un peu relax, casual, ils veulent surtout se pitcher vite dans l'aventure. Ils veulent pas, mettons, apprendre comme 4 pages de texte. 4 pages de texte, dont 2 cartes. Comme c'était... Oh mon Dieu Seigneur. OK. Ouais, je comprends. Tu sais, il aurait quasiment fallu, il aurait quasiment fallu que tu leur fasses un genre de, tu sais, genre un cours magistral de 30 minutes sur le truc. Ça aurait peut-être été plus simple que de devoir lire des affaires, je sais pas. Je pense que le truc de les placer directement dans un module ou un donjon, c'est vraiment un bon point d'entrée. Parce que là, tu sais ce que tu fais. Au moins, tu retombes dans quelque chose. Tu peux faire des jokes, mais après ça, t'es encore dans un couloir. Ouais. Oui, t'es quand même dans quelque chose, il se passe de quoi. Prochaine question. Puis là, c'est aussi une question plus mécanique, puis je trouve ça intéressant d'aborder ce point-là. Est-ce que tu penses que le fait que tout a été lancé au hasard venait un peu enlever, on va dire, un certain sentiment de sérieux ou de prise en charge vraiment plus concrète du jeu, parce que tout était généré au hasard, fait que c'est comme si c'était un peu plus léger. Et que justement, parce que les personnages ne sont pas un peu créés, sculptés par de la marbre ou vraiment de A à Z par le joueur ou la joueuse, ben c'est venu un peu favoriser l'espèce d'ambiance un peu plus loufoque. Je pense que oui. Je pense que ça n'empêche pas que des joueurs sérieux peuvent structurer ça dans une histoire réaliste. Mais même mes joueurs sérieux, les compagnons de la pleine lune, là, ça a créé des personnages un peu loufoques. Je pense que l'aspect vieille école du jeu, où tu as moins de règles, t'es plus libre, le jeu te dit plus, trouve une solution, sois créatif. Ça peut aussi laisser plus de place à des joueurs de faire comme, je pourrais-tu essayer genre d'y mettre de la marde dans la bouche? Puis là, t'es comme... C'est arrivé? Non. Okay. Mais c'est quelque chose que moi, je ferais. Quand tu joues dans 5e édition, là, au moins, tu peux faire, non, pas vraiment. Il n'y a rien dans le jeu qui... Ben, tu sais, tu peux dire oui. Tu peux. Mais oui, c'est sûr, rendu là. C'est pas géré par. Il n'y a pas comme une règle qui empêche de faire ça. OK, intéressant. C'est vraiment spécial parce qu'en plus, mais en même temps, tu sais, je comprends. Je trouve que c'est. L'exemple est vraiment bon. L'exemple, le cas réel, en fait. Parce que Dolmenwood, c'est à la fois très sérieux et quand même un peu drôle. Tu sais, dans son ambiance. C'est très. Justement, très conte un peu le fun parce que genre des personnages que c'est genre des hommes chats puis des petits chauves-souris comme quasiment en naine, mais de l'autre côté des histoires vraiment trash puis vraiment violentes avec des fait que je comprends que ça peut peut-être être un peu plus touché à prendre en charge. Puis là tu me dis la campagne elle a déraillé, elle n'est plus en cours.
Ben, elle est un peu sur pause depuis un mois. Mais après ça, on a eu beaucoup de travail récemment. Mais tu sais, tu vois, là, on reconnaît tous les premiers symptômes d'une campagne qui déraille. C'est du Ouais. genre comme ah ben on jouera pas à ça, on va faire ça plus tôt. Ah ben moi je peux pas cette semaine. Puis là, tu sais de moins en moins de dispo, de moins d'engagement. Tu sais, ils m'ont tous dit que ça lui tentait de le reprendre quand je vais revenir de tournée, mais je, je sais pas. J'ai commencé à parler d'autres jeux, puis là les gens sont comme ah ouais, on pourrait refaire du Pathfinder peut-être, puis du Ah! Aïe, 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 aïe. Ah oui, je vois clairement les symptômes, les ah. premières prémices de quelque chose. C'est intéressant, par exemple. J'aime vraiment ça. Ben, on a Comme, beaucoup rigolé, mais tu sais, cette rigolade-là spécifiquement, ben, je pense pas que ça soit juste la faute des joueurs. Je pense justement, c'est le fun des fois de décortiquer un peu, ok, ça a plus ou moins marché, qu'est-ce qui se passe? Pas mhm. pour se tomber sa tomate, là, tu sais, je veux dire, c'est pas grave, y a rien de grave dans une campagne qui fonctionne pas. Non, non, pas tout. Mais c'est intéressant. Toi, ça t'es-tu déjà arrivé qu'il y ait justement un truc où est-ce qu'il y a une dissonance de tu veux faire quelque chose d'un peu plus sérieux, puis tes joueurs, finalement, ils tombent jamais dans le ton que t'aimerais proposer. En tant que meneur de jeu, sais-tu, je pense pas que ça m'est arrivé vraiment. En tout cas, pas sur le long terme. Tu sais, Hmm. pas sur le genre, j'ai le goût de, tu sais, faire une partie, puis tu sais, de partir d'une campagne de quelque chose, puis finalement, genre, ça part vraiment en bouillotte parce que tout le monde se met à déconner, là. Je pense pas l'avoir vécu sur le long terme. Je l'ai connu sur le court terme, tu sais, pour des one-shots où est-ce que justement la mise en contexte était très courte, était très, tu sais, pas nécessairement de session zéro, puis pas nécessairement non plus de, tu sais, de prémices ou d'explications vraiment très longues sur le pourquoi du comment. C'est pas ça, c'est pas vraiment ça arrive puis ça m'est arrivé puis ça va réarriver, mais sur le long terme je pense pas que c'est arrivé parce que justement je suis vraiment du genre à je prends vraiment mon temps à vouloir présenter puis tu sais, à mettre les balises de base pour être sûr de savoir un peu dans quoi est-ce qu'on s'embarque puis pour être sûr Ouais. que les gens sont tous un peu dans le même ton. Là, tu sais, juste par exemple, si on prend par exemple tu sais, l'aventure la plus récente, celle qu'on avait faite au studio, l'aventure de Root, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, les implications étaient super sérieuses. Là, tu sais, c'est une histoire d'esclavage, puis de gens qui vont comme se faire pogner, puis tout ça. Mais genre, on le savait quand même que ça allait être comme l'humour est léger, puis quand même il y avait avoir une espèce de une bonne balance entre les deux. Là. Il y avait pas de, on n'était pas pris de court lorsque je faisais des blagues de l'espèce de petite souris enceinte que rien allait voir, puis qui voulait pas se battre avec eux autres, puis des choses comme ça. Tu sais, on n'était pas c'était pas quelque chose qui m'avait pris. J'étais pas comme dans l'inattendu, là, je m'attendais à Mhm. ça. Mais sur le long terme, je pense pas que ça m'est arrivé parce que je fais quand même justement vraiment attention à ça. Puis on dirait que si je voulais me partir une campagne sur le long terme plus sérieuse, je sais vers qui je me tournerais aussi parce Ouais. que j'ai des gens qui sont juste pas dans ce mood-là, là. Exact. J'ai du monde, tu sais, j'ai des souvenirs de j'ai un souvenir très lointain, là, vraiment dans les premiers temps que je jouais à des jeux de rôle, puis j'avais fait le saut de Donjon Dragon à l'appel de Cthulhu. Puis j'avais commencé à faire de l'animation de l'appel de Cthulhu, puis j'avais eu des aventures où je voulais comme initier du monde à l'appel de Cthulhu. Puis j'avais initié des gens de ma gang de Donjon Dragon, mais genre, c'était zéro pin bar, là. Tu sais, Oui, c'est ça. ça fonctionnait pas parce qu'ils s'attendaient pas non plus à ce mood-là, mais ils veulent pas non plus de cette ambiance-là. C'est correct aussi, tu sais, c'est pas un Ouais. jugement, là, c'est pas, je leur en veux pas pour ça, c'est juste vraiment moins leur tasse de thé, puis c'est absolument correct. Fait que rendu là, j'ai vraiment plus l'impression de me dire, tu sais, c'est un peu, c'est quasiment un problème, c'est un beau problème, tu sais, je peux choisir avec qui je veux jouer, telle ambiance. Tu sais, des fois, Ouais, des fois, on ouais. peut être, des fois, on est un peu plus limité dans nos possibilités, mais dans mon cas, pour ma part, je me considère chanceux de pouvoir justement orienter mes parties selon les joueurs que j'ai autour de la table. Puis j'ai un peu de tout, dans le sens que j'ai le plaisir aussi. J'aime ça aussi déconner, là, même si ça paraît pas Ouais, parce que je suis ouais. tout le temps sérieux, là. Mais j'aime ça, des fois, avoir juste des parties qui sont vraiment plus légères, puis vraiment plus, en fait, disons. Puis même dans les parties légères puis humoristiques que je vais faire, justement, c'est que souvent l'humour va être intégré dans le contexte de l'histoire. Exact. Ça, par contre, tu vois-tu, ça, c'est vraiment une ligne. J'ai vraiment, vraiment beaucoup plus de difficultés. Puis on dirait que ça, c'est un repoussoir pour moi de comme avoir un humour qui est à l'extérieur de la partie, mais qui vient quand même déranger la partie en soi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais. Oui. L'humour qui désamorce quelque chose qui est en train d'être fait.
Ouais, Tu sais, de genre cette joke-là de oh non, le gars vient donner cette quête-là, puis c'est une autre quête, puis là, puis t'es comme non, mais attendez, là. ouais, Mais si la joke, c'est de rire de l'univers ou de détruire ouais, quelque chose qu'on est en train de faire, ou qu'un un joueur essaye de faire aussi. ouais, ouais, Des fois, on va faire une joke en faisant hey, c'est cave ce que t'essayes de faire. ouais. Mhm, Puis ça peut être un petit peu blessant, tu sais, de faire comme mhm. ah ben moi je trouvais pas ça cave, Je trouvais ça, je trouvais ça chic. drôle, je trouvais ça le fun. Mais, je suis curieux, t'en as-tu dans ton, justement, dans tes groupes maison, où t'as quand même cette impression-là que oui, vous, tu sais, vous êtes une gang d'amis, vous jouez ensemble, mais qu'il y a une certaine dissonance entre, il y a quand même un bon écart entre des attentes humoristiques entre les joueurs. T'as-tu des joueurs qui sont full sérieux, là, encore, là, mais qui sont vraiment comme très carrés à ce niveau-là, puis quand ça se met à déconner, ils sont juste un peu plus silencieux, puis ils vont moins embarquer? Hmm. Ben, c'est un peu le feeling que j'ai. J'ai l'impression que mon groupe maison, c'est vraiment le groupe classique de on joue à D&D ou Pathfinder pour décrocher. Mhm. On veut pas trop s'investir, on veut pouvoir rigoler, mais on veut. Fait que tu sais, avec eux, on joue à D&D, on joue à Pathfinder, on fait des modules. Fait que t'as toujours une histoire dans laquelle retomber. Tu peux faire des jokes, mais l'histoire revient. Puis tu sais, on a essayé de faire du Call of Cthulhu, du Vampire, on a fait quelques systèmes. Ça a jamais autant marché que D&D puis Pathfinder. Puis les joueurs qui sont venus jouer un peu avec nous, tu sais, il y en a qui sont venus dans le groupe maison puis qui sont repartis. J'ai vu que quand ils partaient, c'est parce qu'ils sentaient peut-être que c'était pas aussi sérieux qu'ils s'attendaient. OK. Mettons, Jérémy Saint-Cyr, il est venu jouer un peu avec nous, je veux pas le mettre sur la sellette. T'as peu trop tard. Trop d'or. Et trop tard. Je vais l'appeler un individu masqué. OK. Un individu qui demeure anonyme. Je vais comme Mhm. blipper son nom. Mhm. Mais tu sais, il est venu jouer avec nous. Puis c'est tellement un joueur généreux. Il avait écrit son backstory, il était dans le truc. Puis quand il a vu que tout le monde niaisait un peu, il a vite réalisé. Je pense, ben tu sais, il y a aussi beaucoup de jobs puis tout. Mais il est comme Mhm. reparti un petit peu. Tu sais, il a quitté le groupe. C'est comme si naturellement le core du groupe maison c'est resté les joueurs de D&D qui ont un petit peu envie de déconner. Tu sais. Mais en même temps, c'est correct aussi. C'est C'est pas une- 100% Ouais. correct. Oh oui. Quand on C'est va être vraiment correct sérieux, aussi. on a d'autres espaces. C'est justement sur Etugame, on a fait des trucs pas mal plus sérieux, avec des intenses de théâtre. Là. Mais ça reste toujours un peu niaiseux. On a toujours des petites jokes. C'est sûr qu'on Mhm. est toujours des improvisateurs puis des. Mais je pense que, tu sais, j'ai jamais eu vraiment un appel non plus pour jouer au jeu de rôle 100% sérieux. Ça m'a toujours rebuté. L'aspect que les gens te regardent si tu fais une joke, là. Ça, Ben, vois-tu, j'ai quand même un souvenir d'une partie qu'on a faite ensemble qui, je pense, était quand même sérieuse d'un bout à l'autre, là. oh. Puis c'était quand on avait fait puis je dis une partie, c'est parce que c'était très court, là. C'était, je pense, une soirée de temps. On avait enregistré ça d'une seule soirée. C'était 3 épisodes ou 4 épisodes. Puis c'était l'histoire des vampires en Gaspésie. Ah oui, oui, oui! C'était quand même. Je pense pas qu'il y a eu un moment où vous avez vraiment déconné dans cette partie-là. Ça a quand même été sérieux du début à la fin. Mais en même temps, tu sais, il y a quand même quelque chose d'un peu. C'est très sérieux, mais il y a quand même quelque chose d'un peu des vampires en Gaspésie. Tu Oui, sais. c'est Il y a ça. comme mais ça reste que c'était très sérieux, mais je pense pas non plus. Tu sais qu'il y a une différence aussi, faut voir la distinction entre sérieux et froid. Tu sais. Ouais. On n'est Des pas fois, sérieux. Si tu peux être sérieux, mais en même temps être très chaleureux puis très ouvert et vouloir avoir une certaine légèreté là, aussi dans le contexte de la partie. Là. Mais Ouais. ouais. Une différence avec l'espèce de pathos de vouloir faire un truc où les gens vivent des choses intenses, puis tu vois que ton MJ veut que tu vives des choses, mais t'es comme genre, oh, yo, yo, doucement, Mhm. là, tu sais. Mhm. C'est comme le théâtre, là, tu sais. Tu peux avoir une pièce qui est très sérieuse, mais qui a des super beaux moments d'humanité où tu vas rire malgré toi dans une situation qui est juste réelle, dure, mais drôle, touchante, attendrissante, tu sais. Je pense qu'on peut chercher ça en étant un petit peu sensible à l'écoute, essayer de créer des personnages aussi, puis des enjeux qui sont auxquels on peut croire, auxquels on peut s'attacher, tu sais. Puis c'est sûr, tu sais, je pense qu'on en a parlé vraiment souvent dans d'autres épisodes, mais c'est un peu, ça sert aussi un peu à ça le concept de la session zéro. Là. Mhm, ouais. L'idée Puis récemment, c'est ça, récemment, plus j'avais lu quelque chose en prévision de cette rencontre-là aujourd'hui. J'avais lu quelque chose que je trouvais ça quand même intéressant, une espèce de condensé en quelque sorte de cette session zéro-là. Je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ce qu'on appelle
la CATS méthode. Non, ça me dit rien. La CATS méthode qui tient comme en 4 éléments dans le contexte d'une session zéro, c'est-à-dire le C pour concept, le aim pour un peu plus genre viser qu'est-ce qu'essaient de faire les joueurs, de tone, qui est plus le ton. Est-ce que c'est sérieux, gonzo, action, drame, autre chose? Mhm. Et le safety pour les limites. C'est vraiment Ouais. juste une idée de voir, comprendre à quoi est-ce qu'on s'attend comme groupe aussi. T'sais. À quoi est-ce qu'on s'attend en tant que, pour le ton, le concept aussi du jeu, dans savoir dans quoi on s'embarque, qu'est-ce que les joueurs vont tenter de faire dans ce type de jeu-là en général? Est-ce que c'est justement plus sandbox ou est-ce que c'est plus orienté sur une aventure préfaite où on va tout de suite rentrer dans l'action en soi? Puis bien entendu, les limites de tout un chacun, une espèce de consensus explicite sur qu'est-ce qu'on s'attend et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Là. Ah Je ouais. sais pas si c'est déjà arrivé pour toi, mais j'ai déjà eu des parties avec du monde que justement ils tendaient vers l'humour, puis comme j'ai expliqué, des fois, l'humour en soi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis quand même assez bon pour le doser puis bien le gérer, mais des fois, c'est déjà arrivé, de l'humour qui était comme genre Hmm, ce n'est pas général, ce genre de blague. C'est des Ouais. blagues. Ça a très mal vieilli. Il y a un bel humour des années 80. Ouais, non, tu sais, je pense que rapidement, on a moins le goût de jouer avec des gens qui ont un humour qui est très différent du nôtre aussi, là. Oui, ben oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Des fois, t'es comme, C'est. c'est drôle, mais c'est pas mon genre d'humour du tout, du tout, du tout, là. Moi, ça me met des fois mal à l'aise. Tu sais, des fois, j'en parle, tu sais, j'ai mes amis avec moi qui ont un humour où ils vont très, très loin. Puis je le sais que c'est moins mon genre d'humour. Ils le savent aussi. Mais c'est peut-être moi ce que je vais rechercher dans mon groupe maison avec lequel je vais jouer chaque semaine. Tu sais, je veux me sentir bien. Je veux sentir que tout le monde aussi est bien là-dedans avec ce Mhm, type d'humour-là. mhm. Est-ce que Mais tu trouvais que c'était. Est-ce que c'était drôle ou c'était. Est-ce que c'était. Si j'ai la misère à le dire. Est-ce que c'était drôle ou c'était dépassé puis que je dépassais les bornes que mon alflin s'appelait Paul Cagelet quand j'étais petit patin? moi, tu vois, ça m'a pas dérangé outre mesure. Mais c'est Bon. sûr que si t'avais fait des jokes tout Ouais. le long de la game, Mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu open bar, tu sais, c'est ça au final. Ça reste sur l'espèce de blague référentielle implicite. Tu sais, c'est le genre de, c'est le genre de choses que. En fait, vois-tu, c'est intéressant ça parce que je le savais, tu sais, je t'ai posé la question un peu en connaissant la réponse, mais je savais que tu allais trouver ça drôle, que c'était pas non plus. Puis je pense que tu le savais aussi que j'allais pas comme exagérer la blague non plus en jeu. C'est aussi ça l'espèce de nuance, là. exact, que t'étais pour savoir la limite. Puis cette Ouais. limite-là est pas toujours claire, puis c'est pas toujours aussi Non. simple que de dire dépassez pas la limite. Des fois, on dépasse la limite sans s'en rendre compte, tu sais. Ouais. On rigole, on Ouais. s'emporte, puis on est comme, hey, je vais refaire la joke que j'ai faite tantôt. Puis finalement, si tu réalises, ça fait deux, trois fois que tu fais la même type de joke qui passe pas. Puis tu sais, là, il y a quelqu'un qui est juste comme, hey, non, là, c'est too much. Mais je pense en général, on est quand même, du moins, tu sais, ce que j'ai pu voir de toi aussi en tant que meneur de jeu, tu es quand même bon pour jauger en quelque sorte l'humour et les blagues. Là. Je veux dire, les deux, on a déjà animé Benjamin Desiel. Là. On sait c'est quoi de devoir gérer l'extravagance dans tous les sens. Mais pour revenir un peu sur le sujet sérieux, là, au moins pour peut-être avoir une finalité plus sérieuse qui s'éloigne de Paul Cagelet, là, il y avait un article vraiment intéressant je sais pas si tu connais de Gnome Stew. Non, ça me dit rien. Je pense que c'est vieux comme article en plus. Où est-ce que dans le fond, il parle vraiment du design d'aventure, puis c'est comme trois. En fait, c'est trois branches qui permettent en soi de définir, si on veut, l'ambiance souhaitée comme autour de la table. C'est en anglais, il va dire de mood, de tone, puis de thème. Où est-ce que, dans le fond, le mood, c'est vraiment la résonance émotionnelle recherchée. De tone, c'est la manière dont les choses sont présentées, dans le fond, dans le Mhm. jeu. Et de thème, qui est l'idée de fond qui donne la cohésion à l'ensemble. Fait que dans le fond, tu sais, le mood peut être très léger, très humoristique, mais le tone peut être vraiment très sérieux et vice-versa, dans le sens que, tu Ouais, ouais, sais, ouais. j'ai fait des parties, par exemple, des parties de Troika, où le tone, la manière que c'est présenté en jeu, c'est super loufoque. Tu sais, un personnage, c'est une crevette cowboy, puis l'autre personnage, c'était genre de la mousse
vivante, la mousse d'arbre vivante qui se déplaçait, mais le mood, les résonances émotionnelles recherchées, c'était super sérieux parce que les implications étaient quand même vraiment sérieuses. Puis je pense que c'est quand même vraiment intéressant de faire la distinction entre, disons, ce qui est attendu en jeu, de comment est-ce que c'est présenté, puis comment est-ce qu'on l'exprime aussi autour de la table. Puis je pense qu'il y a comme un aspect vraiment intéressant aussi, justement, sur être capable de vraiment faire la distinction, puis de se pratiquer aussi à la faire en tant que joueur et même aussi à la mettre en place en tant que meneur de jeu. Se pratiquer à essayer de garder une ambiance peut-être plus sérieuse ou une implication plus sérieuse, même si des éléments en jeu qui sont un peu plus loufoques. Tu sais, je veux dire, déjà, le prime abord, on fait des parties super sérieuses, mais ça reste que c'est des aventures de magiciens, puis de dragons, puis de choses qui volent. Exact. Ça reste un peu loufoque à la base D&D, tu sais. Fait que je pense que c'est beaucoup ça. C'est de se pratiquer aussi à l'écoute avec les autres, de savoir qu'on fait partie d'un tout, d'un ensemble, puis que c'est comme un jam de musique. On va peut-être partir dans une direction ou une autre. Faut juste savoir, s'écouter, se comprendre, puis raisonner avec les autres. J'espère que c'était pas trop ésotérique comme fin de podcast, les amis. Non, je considère que c'est bien correct. Puis je pense que ça peut aussi arriver que tu te rends compte que ton band, ça marche pas. Toi, t'aimes ça jouer de la clarinette, mais le band, c'est genre du gros punk rock. Exact! Tu vas aller faire... C'est correct aussi, là. Va jazzer ailleurs, c'est absolument ça. Il faut savoir où jazzer, Pépé. Puis d'ailleurs, toi, où est-ce que tu jazzes sur Coup Critique? Qu'est-ce que vous nous mijotez comme petits morceaux? Si je peux pousser l'allégorie. L'allégorie le plus loin possible. Ben, tu sais, nous autres, on continue encore les enregistrements de Rocher Noir, mais on termine. Là. On termine, mais les épisodes sont planifiés jusqu'en juillet. Ok, ça c'est du Shadow Dark Pirate. Ouais, encore ça. Secret du Rocher Noir, Shadow Dark Pirate. Puis je vais t'avouer que, je dis, là, je suis un peu tanné, pas tanné, mais tu sais, j'ai hâte de changer de vent. J'ai hâte de changer d'ambiance. Je suis pas un gars de très longue campagne, puis là, je commence à trouver ça long un peu. Fait que c'est sûr qu'on va aller jongler autre chose après, puis ça a des bonnes chances que ça soit Delta Green. Oh! Si je t'en avais parlé, parce que j'ai reçu le stock en français, là. Fait qu'on se plonge là-dedans, des belles affaires à l'explorer. Puis, ouais, ça ressemble un peu à ça, je te dirais. J'ai sorti ma critique sur Mythique Bastion Hollande, si jamais les gens sont curieux. Gros coup de cœur à Pierre-Louis et moi. Les deux, je pense que ça fait partie des gros trucs qu'on a beaucoup aimés l'année passée. Je pense au moins une fois par jour, je pense, à ce jeu-là. Fait que, ouais, vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça. Sinon, non, des petites affaires ici et là, des petites affaires cool. Ben, sinon, si me permets-tu, je vais le dire. Je vais le dire, je pense quand même, si les gens sont curieux de suivre, il y a de bonnes chances que je fasse des vidéos, puis que je fasse des espèces de playtests, peut-être exclusifs, ça reste à voir comment, parce que j'ai comme été engagé pour faire de la co-création d'un jeu de rôle en France. Oui. Qui s'appelle Sodad, fait que ça va être des beaux tests à faire dans le futur pas si lointain. Mais c'est pas mal ça, je te dirais, ces temps-ci. Puis toi, Pierre-Louis, qu'est-ce qui se passe? Es-tu game? Mettons que j'ai le goût d'écouter un peu de rétro old school donjon. C'est quelque chose que je peux faire. Ben, tu peux aller voir sur notre Patreon parce on joue le culte du dieu serpent. On roule Basic D&D, une vieille aventure qu'on fait à l'ancienne là, avec le taco, réaction suivant puis tout là. C'est vraiment rigolo. Puis prochainement. Je suis curieux. Ouais, vas-y. Je suis curieux. Juste la prise en charge du taco, ça, si tu viens de passer. Correct, tu comme d'habitude, là, il y a comme un petit... Mais étonnamment, c'est qu'il n'y a pas tant de combats que ça aussi, tu sais. Ouais. Fait que souvent, t'es comme, OK, ben, est-ce qu'on est capable de faire autre chose que de se battre? Puis quand ils se battent, ils meurent. Mais oui, puis prochainement, on va se voir en personne aussi. Puis, écoute, je veux pas trop gâcher de punch, mais Pierre-Philippe va sans doute mener une partie. Puis là, je sais que tu avais beaucoup de possibilités là, dans tes cartons de choses que tu voulais rouler avec l'équipe et tu game. Mais qu'est-ce qu'on risque de voir comme... Hey, je sais pas, man. Je sais pas encore, pour vrai. Je pense qu'on va s'en parler parce que je vais vous proposer des affaires. On verra. Parce qu'on va se refaire. On va se refaire-tu une action bonus en studio? Ce serait ensemble! Si vous avez des questions pour Pépé ou moi, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On va faire justement
une rencontre où est-ce qu'on va être. Puis s'il y a des systèmes que vous aimeriez voir Pépé rouler, que vous êtes comme Pépé roule mythique Bastion Laine, fais-le. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça va peut-être y mettre de la pression. Pépé roule Starfinder, ouais! Starfighter 2, yes, go! Let's go! As-tu vu, Paizo, il a annoncé un jeu d'horreur. Ils ont annoncé ça aujourd'hui. Oui, un jeu d'horreur qui ne sera pas Pathfinder, Starfinder, comme Rule Light. Hein? Ouais, c'est vraiment spécial. Ils partent une autre IP. Wow! Ben là, je Ouais, vais aller voir. je sais. C'est spécial. Bref, posez des questions en commentaire. Parce que là, c'est ça, comme tu dis, on va se voir en personne. On va probablement enregistrer en personne. Fait que si vous avez des questions encore à poser, on a fait ça l'année passée. C'était bien plaisant comme exercice. C'était vraiment plaisant. Fait que oui, il va y avoir encore beaucoup de contenu sur la page. Fait que merci d'être là tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à Coup Critique et du Game. Puis on se retrouve très vite pour d'autres belles rigolades. Oh, salut! Ah, c'est fini ce petit podcast-là.